Nouvelle séance de kanji. Comme d'hab, si vous aimez bien, un petit like, un petit commentaire, un petit follow partout, ça aide énormément. Et force, gloire, honneur et beaucoup d'amour à tous ceux qui me soutiennent avec les dons de soutien, les abonnements sur Twitch. Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, on avait vu le mouton. Donc, cette fois-ci, on va continuer à voir des kanji qui utilisent ce petit mouton. Notamment, cette fois-ci, j'ai Sanji, la clé de l'eau. Ok. Il aime pas comment je la dessine, Jisho. À chaque fois, il ne me la reconnaît pas. C'est pas grave. Et à droite, j'ai le mouton. Notre joli mouton. Sunei nous avait servi à faire notamment le kanji de la beauté. Utsukushi. Et là, c'est autre chose. Là, c'est un kanji assez courant. Donc, ça doit être du N3, je pense. C'est yo. Il se prononce yo toujours. Et ça veut dire l'océan. L'océan, pardon. Par exemple, voilà. Taiheiyo, que vous voyez ici. Tu veux que je vous zoome un peu? Taiheiyo, c'est l'océan Pacifique. Le grand océan de la paix. L'océan Atlantique, ça va être Taiseiyo, si je dis pas de bêtises. Voilà. Le grand océan de l'Ouest. Taiseiyo. Coucou Ebihime-san. Oh, merci Géraldinde. Bah tu vois, c'est tout l'intérêt des replays. C'est que c'est disponible. Comme ça, on avance à son rythme. Taiseiyo. Voilà. Maintenant, au niveau mnémotechnique, franchement, il est cool celui-là. Il a qu'une seule prononciation, c'est le sens de l'océan. Va falloir trouver quelque chose pour parler, pour connecter l'eau et le mouton à l'océan. Moi, l'histoire que je m'étais fait, je crois, parce que c'est un kanji que je connaissais bien déjà quand je me suis remis à faire des histoires mnémotechniques, mais oui, c'était Jason et la toison d'or. Ben oui, la toison d'or, c'est de la peau de mouton. Jason, il s'est embarqué par-delà les océans sur de l'eau, là, pour aller chercher la toison d'or du mouton. Voilà, Jason et Bihime. Donc pensez, voilà, si Jason, la mythologie grecque, ça vous parle, ça peut être une façon intéressante. Sinon, je sais pas, vous avez peut-être des histoires à vous faire avec des moutons particulièrement... excellent Lilou. L'écume des vagues, ça ressemble à des moutons. Et ça te fait penser à la mer, l'océan. Ouais. Si vous êtes visuel comme moi, ça marche bien si j'en dis ça. C'est top ça. Ok, suivant. Aujourd'hui, on a un rythme un peu soutenu. Ne vous inquiétez pas. Hop, cette fois-ci, on a la clé du langage, la clé dire. Les mots. Hop. You. Et à droite, j'ai mon petit mouton qu'on va continuer à voir pas mal. Hop. Et vous voyez, là, on le reconnaît bien. Hop. Celui-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un kanji un peu plus abstrait. C'est pas si facile que l'océan. C'est notamment le kanji qui nous sert pour le mot kuashi, qui veut dire quelque chose de précis. Ou shou de shōsai, les détails. Shōsai, les détails. Kuashi, précis. Donc ça, c'est un bon kanji à connaître. Ah oui, N1. Bon, ouais. Si vous faites le N2, c'est un bon kanji à connaître aussi, parce que kuashi. Souvent, quand on dit en japonais aussi, eiga ni, eiga, qu'est-ce qu'on pourra dire? Seiji ni kuashii desu ne. Seiji, la politique. Seiji ni kuashii desu. Ça ne veut pas dire que la politique est un art de précision, mais ça voudrait dire que, par exemple, quelqu'un s'y connaît, bien s'y connaître dans un domaine, s'y connaît en politique. Kuashi. Voilà, et le show de shōsai, les détails. Voilà, le mot anglais knowledgeable.
Donc là-dessus, et ben moi, comment je l'avais retenu ce truc-là? J'avais imaginé une espèce de professeur mouton, genre, je sais pas moi, Animal Crossing ou je sais pas quoi. Je sais plus pourquoi j'avais pensé, j'avais une idée de personnage comme ça, de professeur mouton, qui blablatait, qui parlait. Est-ce que ça existe ça? Sheep Teacher. Est-ce que ça existe ça? Ben regardez-le. Regardez là. Hein? Professeur mouton. Ou ce professeur-là qui ressemble à un mouton? Mr. Shipman. Dans Clone High. Ok, je connais pas Clone High, mais c'est pas grave. Bon, je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là en tête. Et donc, professeur mouton, il disait plein de choses parce que il connaissait précisément ce dont il parlait, parce que c'était un bon professeur. Voilà, et puis il met un professeur tournesol, mais moins distrait hein, que le professeur tournesol. Quelqu'un qui est précis, qui s'y connaît. Voilà, parce que c'est la petite image que je m'étais fait. Sinon, voilà, un mouton qui parle. Voilà, un mouton qui parle, il va vous dire précisément le fond de sa pensée. Il va vous dire dans les détails, il va vous expliquer dans les détails comment on fait de la laine. Voilà. Les pauvres moutons, hein, ils ont besoin qu'on les tonte parce que sinon ça pousse et après ça devient une espèce de boule géante de laine et ils peuvent plus trop se déplacer les pauvres. Hein. Alors, ouais, j'étais allé visiter un endroit où on tondait les moutons il n'y a pas longtemps. Alors, le suivant. Il est plutôt facile à mémoriser même si on ne le voit pas si souvent que ça. La clé qu'on a à gauche là cette fois-ci c'est le poisson. Sakana. On s'en souvenait, la petite serpette, la rizière, et en dessous, 4 petites flammes. Et à droite du poisson, qu'est-ce que j'ai? Du mouton. Miam miam. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de frais. Quelque chose de frais. Azayaka. Pas frais dans le sens, c'est froid, mais frais dans le sens, c'est le, voilà, c'est tout frais, c'est le poisson qui a été pêché ce matin. Et ben, Azayaka, hein, qu'est-ce qu'on a comme mot avec cette prononciation sen? C'est un peu sous, ouais, quand les japonaises vont vous dire ce qu'elles aiment chez un homme, elles aiment bien qu'il soit Azayaka, qu'il soit frais. Oui, Senmei peut-être. Hein, Senmei, quelque chose qui est très clair, qui est très, voilà, quelque chose qui est très clair. Senmei ni oboemashita. Je m'en suis souvenu très clairement. Hein, Senmei, Azayaka. Eh ben, au niveau des histoires mnémotechniques, il est facile celui-là, je vous ai dit, parce que du poisson et de la viande de mouton au frigo, hein, on les met au frigo, ça reste bien frais. En revanche, le poisson et le mouton, quand ils sont pas frais, ça pue, hein, c'est pas terrible. Donc voilà, moi j'ai trouvé que voilà, juxtaposer comme ça ces deux animaux, si on arrive à se dire, à pas y penser comme forcément des êtres vivants, mais voilà, à quelque chose qu'on mange, et ben je me dis, bah voilà, ça marche tout de suite, ok, du poisson et du mouton. Je vous conseille d'ailleurs pas de les garder ensemble, hein, parce que sinon ça sera pas trop frais. Hein. Votre mouton il prendra un goût un petit peu, un peu le goût de l'océan, quoi. Hein. On y revient à l'océan du mouton. Le suivant. Alors le suivant, il est un peu abstrait, mais c'est un kanji que parfois on voit assez tôt. Je crois qu'à l'INALCO, c'était genre peut-être dans la première leçon qu'on le voyait, alors qu'il est quand même assez compliqué visuellement. Alors, puisque on a d'abord la terre, et en dessous, on a un mouton. La terre, le sol, en dessous, on a un mouton, et à gauche de tout ça, on a le chemin. Voilà. Et il est pas trop mal dessiné cette fois. Hein? Ça, c'est un mot qu'on trouve dans, par exemple, le mot tomodachi. Tomodachi, les amis. Mais son sens premier, c'est
pas vraiment ça. Hein. C'est accomplir quelque chose qui a été accompli. Notamment, on a un verbe qui est dérivé de ça, qui est tasseru. Tasseru, hein, atteindre, arriver à un point, réussir quelque chose. Tasseru. On a aussi tatsujin. Tatsujin, un expert, comme dans le jeu vidéo Taiko no Tatsujin, hein, l'expert du taiko, c'est un jeu de rythme avec un tambour. Donc tatsuda tachi. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça le tachi de watashi tachi. Hein. Nous. Anata tachi, vous. Hito tachi, les gens. Donc pour tout ça, il est un petit peu abstrait celui-là. Et je vous avoue, je me souviens pas trop de l'histoire que je m'étais mis pour m'en souvenir. Alors, on va aller chercher du côté de la communauté, là, voir ce qu'ils nous ont mis. Alors, ok, quelqu'un qui a fait l'histoire de la vie d'un vendeur de peau de mouton ou d'un vendeur de moutons qui a démarré son voyage sur une petite route de campagne, et une fois qu'il avait atteint la ville, petit à petit, voilà, avec il a mis dirty, hein, dirty pour la terre, là, the dirt, avec la terre qu'on a là. Petit à petit, c'est devenu un vendeur accompli. Bon, pas facile, hein. Comme beaucoup de kanji un peu abstraits, parfois on se trouve des histoires bien alambiquées. Hein. Un berger accompli est celui qui trouve le meilleur chemin pour emmener ses moutons dans les terres en haut des montagnes. Ah, j'aime bien celui-là parce que, vous voyez, la terre, elle est au-dessus du mouton, elle est en haut. Donc on pourrait dire, ouais, effectivement, j'ai les moutons qui vont manger dans les pâturages, qui suivent le chemin et qui sont menés par un berger accompli. Bon. Après, ça reste abstrait, c'est pas le plus facile. En revanche, vous inquiétez pas, vous voyez, c'est un kanji niveau JLPTN4, donc c'est un kanji qu'on va ensuite voir. Hein. N'oubliez pas que les kanji, ça ne s'apprend pas en une seule fois, ça s'apprend avec de la répétition. Et le mieux, c'est bien sûr, si vous travaillez les kanji spécifiquement comme on le fait là ensemble, c'est super, ça vous donne une première base, un premier niveau de compréhension, mais bien sûr, après vous allez apprendre du vocabulaire avec ces kanji, vous allez lire des choses, vous allez peut-être écrire des choses, et tout. Et là forcément, des kanji qui même parfois sont un petit peu compliqués, un peu abstraits comme ça, si vous les voyez souvent de façon naturelle, organique, comme quand on voit le mot tomodachi, eh bien ça va bien sûr vous aider à le mémoriser. Et s'il y a un moment où vous devez lire Tomodachi, vous vous souvenez de la lecture d'Achi de ce kanji, mais vous avez oublié que ça voulait dire accompli, c'est pas très grave, hein. Ce qui compte, c'est que vous en ayez besoin au moment où que vous sachiez le lire, le comprendre au moment où vous en avez besoin. Ah, le suivant, j'adore ce kanji. Donc là, on a Tchok. Je vais le dessiner comme ça d'ailleurs. Hop. On a notre Hitsuji, notre petit mouton, en haut, hein, donc sans la queue qui dépasse en dessous. Ok. En dessous, je vais avoir l'eau, Sanzui, et à droite, la bouche ouverte, le bâillement. Ouh là là. La partie basse là, ça ressemble beaucoup au kanji pour tsugi, le suivant, après. Vous voyez, là, il me l'a reconnu ici. Je vais vous montrer le kanji pour tsugi. Le suivant. La différence, c'est que dans cette partie basse, là, il n'y a pas juste 1, 2 traits comme ça, mais il y en a 3. Et alors, ce kanji, qu'est-ce qu'il désigne? Il veut dire envieux, la jalousie. Exactement, hein, l'ilus tsugi, c'est avec la glace. C'est avec la glace. Et là, on a l'eau. Mais bon. Tchok. Tiens, ils nous mettent même pas un niveau de JLPT pour celui-là.
Le vocabulaire associé, c'est un vocabulaire peut-être niveau 23. Hein. Là, il y a notamment le mot, c'est dommage qu'ils ne le mettent pas, urayamashi. Oula. Urayamashi. Ouais. Urayamashi. Ah, comme je suis jaloux. Comme je t'envie terriblement. Urayamashi. Hein, par exemple, votre meilleure copine qui vient puis qui frime parce que elle s'est trouvée un super copain ou je sais pas quoi. Ah, il faudrait dire ah, urayamashi, non. Donc, je suis jaloux. Je suis jalouse. Tchac. Ebihime. Excellente question. Donc, tu me demandes, est-ce que pour l'apprentissage des kanji, je conseille d'apprendre un mot de vocabulaire pour chaque prononciation ou simplement la signification principale? Parce que tu vois des gens qui apprennent des kanji et du vocabulaire en même temps, et ça te met la pression. Ça te fait stresser. Alors déjà, on ne se compare pas aux autres. Chacun a sa méthode. Voilà. Tant que toi, tu as l'impression de progresser, tout va bien. C'est vrai qu'avec quand on se concentre sur le sens uniquement, on peut se dire, mais merde, oui, je connais le sens, mais je connais pas les prononciations. Donc ça veut dire que juste ce travail-là, il suffit pas. Donc à côté, bien sûr, il faut continuer à apprendre du vocabulaire, de la grammaire, etc. Et travailler la langue normalement, ou de façon plus classique, ou plus organique, si on est au Japon, ce genre de choses. Donc moi, ce que je vous dis, c'est surtout, l'intérêt des moyens mnémotechniques, c'est que ça va vous booster pour tous les autres cas où vous allez apprendre les kanji. Donc, cherchez pas forcément à apprendre systématiquement du vocabulaire en même temps que vous apprenez les significations. En revanche, par ailleurs, apprenez du vocabulaire. Et vous allez me dire, ben oui, mais là, par exemple, il est bien gentil Haisig, mais il y a certains mots de vocabulaire du JLPT N4, par exemple, si vous êtes au N4, dont le kanji, il est à la toute fin du volume. Bon, c'est justement pour ça que je vous recommande d'avancer relativement vite, de mettre pas mal de temps sur l'apprentissage des kanji de façon mnémotechnique. Ça peut très bien se faire en une année, hein, je déconne pas. Hein, ça... Moi, quand j'ai repris le truc, j'ai fait le truc en 100 jours. Hein. C'était très intensif, hein, j'en faisais 20 par jour, mais je l'ai fait, quoi. J'ai plein d'élèves que je coach qui s'en font 5 par jour ou 10 par jour. Hein. Ça se gère. Donc faites ça en parallèle de tout ce que vous faites pour bosser le japonais. Si bien sûr, par exemple, vous êtes à un niveau N4, ça vaut peut-être le coup que vous disiez, bon, ce kanji-là, quand même si les numéros 1900 dans Haisig, je vais peut-être l'apprendre en avance. Hein. Donc voilà. Mais donc, moi, Géraldine, ce que je te conseille, c'est tu continues ton apprentissage des kanji, tu cherches à prendre du plaisir dans l'apprentissage des kanji, et en parallèle, tu commences à apprendre pas mal de vocabulaire, comme tu peux, avec des kanas, des choses comme ça, et tu te stresses pas trop, parce que l'intérêt, c'est qu'une fois que tu auras passé les 2000 Joyo Kanji, et tu vois, ça se fait, hein, et même quand on n'aura passé que déjà 1000, ça va tellement te booster sur ta capacité à mémoriser le vocabulaire par ailleurs, que voilà, tu auras la raison. Mais c'est sûr que les moyens mnémotechniques, c'est pas fait pour des gens qui veulent apprendre un petit peu de japonais. C'est fait pour des gens qui veulent apprendre beaucoup de japonais. C'est fait pour des gens qui sont ambitieux dans leur apprentissage. C'est fait quand on se dit, moi, mon objectif, c'est un jour, c'est de passer le N2, le N1, c'est d'avoir un vrai niveau solide et de lire des choses pour les natifs en japonais. Si en revanche, votre objectif, c'est un truc un peu plus ludique et tout, c'est pas la peine de se taper les 2000 Juryo Kanji, hein, vous pouvez apprendre progressivement, voilà. En revanche, voilà, si le problème, c'est qu'en fait, souvent, il y a des gens qui se disent « Ah, je vais apprendre juste un peu comme ça », et puis qui, après, sont découragés. Parce qu'ils n'osent pas forcément être très ambitieux. Donc, vous pouvez être ambitieux. Le truc, c'est qu'il faut être conscient que si vous êtes ambitieux, ça va falloir y consacrer un petit peu plus de temps. Mais avec des méthodes comme celle-là, Haisig, Magnette et compagnie, oui, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de significations de kanji en assez peu de temps, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si ça t'a aidé, mais en tout cas, voilà. Alors,
Où j'en étais donc? Urayamashi, envieux, tout ça. Oui, alors l'histoire, moi j'avais un peu triché parce que j'avais effectivement parié, enfin j'avais utilisé le sens de Tsugi suivant pour cette partie inférieure, ce qui n'est pas tout à fait juste. Et la partie du haut, donc le mouton. Et j'avais imaginé un mouton qui était un peu Don Juan et qui passait d'une conquête à l'autre. Et que tous les autres moutons étaient envieux de ce mouton qui avait autant de succès auprès des brebis, quoi. Voilà. Donc, donc voilà. Alors, là, on va avoir une variation sur le petit mouton, qui est la laine. Donc cette fois-ci, petit composant, on a notre mouton, et en dessous de notre mouton, on a un petit trait en plus. Hop, ici, sur la gauche. C'est pas exactement le mouton, il a un petit trait en plus. Imaginez le fil de laine qui part du mouton, qu'on tire, la laine du mouton, puis qu'on commence à filer. C'est de la laine. Donc ça, c'est un composant, hein, c'est pas un kanji en tant que tel. Premier kanji qu'on va voir avec, c'est donc ce composant plus, en dessous, la manufacture, l'atelier, la fabrication. Hein, vous savez, ce kanji qui ressemble au katakana e, qui se prononce ko le plus souvent, ou ku. Ok? Ce kanji-là, il a un sens intéressant. Abstrait malheureusement, mais intéressant. C'est la distinction. Oula, pardon. La distinction, la différence. Il y a le verbe sasu qui veut dire. Il est chiant celui-là. Oh, il a notamment insérer, pointer du doigt. Enfin, vous voyez, il a plein de sens différents. On va se concentrer sur le sens du kanji, hein, cette distinction, notamment avec cette prononciation sa. Vous voyez, la prononciation on, ça veut simplement dire ça, la différence. La différence. On le trouve dans des composés comme par exemple sabetsu. Sabetsu, la discrimination. Sabetsu. Betsu, c'est autre, séparé. Donc sabetsu, distinguer séparément, la discrimination. Logique. Et là, moi, l'idée que je m'étais fait, c'était que à l'atelier où on récupérait la laine, il faut la trier. On la trie et on la distingue entre ça, c'est une laine plutôt noire, ça, c'est une laine plutôt grasse, ça, c'est une laine qui va nous servir à faire ceci, cela. Donc j'ai imaginé des personnes qui, après avoir récupéré la laine dans l'atelier, le trier sur différents petites paniers ou choses comme ça. Ensuite, le suivant, un paquet d'entre vous le connaissent sans doute déjà. Donc on a encore notre laine. Et en dessous, on a un œil. Kezako. On a un œil en dessous. Qu'est-ce qu'il fait là, cet œil? Eh bien, il va nous servir à faire le ki de kimono. Porter un vêtement. Mettre sur soi. Alors, le mot-clé qu'a mis Heisig, c'est to don. Donc, ça n'a rien à voir avec un don, hein, en français. Enfin, peut-être que étymologiquement, il y a un lien, mais en anglais, ça veut dire to don, ça veut dire revêtir. Revêtir un vêtement. Porter un vêtement. Comme vous voyez, le verbe kiru, comme kimono, hein, la chose portée, la chose qu'on met sur soi. Kimono. Chaku, il y a cette idée aussi de porter, de mettre dessus. Vous l'avez notamment avec le mot chakuriku, qui veut dire l'atterrissage. C'est le fait de mettre les roues de l'avion sur la piste. Le ki de kimono. Alors, porter. Donc j'ai de la laine, c'est bien. Les laines, ça sert à faire des vêtements. Hein, voilà, enfilé par le haut. Hein. Parce qu'effectivement, hein, pour mettre les vêtements, hein, il y a différents verbes en japonais, notamment haku
Hein, quand on enfile quelque chose par le bas, comme des chaussures, comme zuban, un pantalon, on utilise un autre verbe, hak, qui est un peu compliqué d'ailleurs. Je n'aime pas trop son kanji. En tout cas. Donc le kimono, eh bien imaginons deux charmantes courtisanes ou deux charmantes geishas, hein, qui comparent leur nouveau kimono en laine et elles regardent avec leurs yeux le joli tissu. Hein. Si vous êtes allé, si vous avez eu la chance d'aller à l'expo kimono au Quai Branly à Paris, c'est absolument sublime. J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Hein. Et c'est voilà. Donc, on est tenté hein, quand on voit des beaux kimonos comme ça d'aller regarder vraiment toucher le motif, c'est tellement incroyable. Voilà le kimono. Ah, maintenant on va avoir un autre composant qui va nous servir à faire mais un nombre effarant de kanji. Ok. Et ce qui est bien, c'est que ce composant, il est très imagé. Donc, ça commence un peu comme l'homme. Ok. Et ensuite, on fait un petit trait en plus comme ça. Hein, l'homme, la personne droite. Quand je dis l'homme, c'est la personne sur le côté. Hein. Ensuite, donc j'ai un petit trait là. Ceci. Un autre trait vertical. 1, 2 et 3. Et on a fini, les amis. Ce kanji là, il a le sens, donc ce composant là, parce qu'en soi, on n'utilise pas tout seul, c'est la dinde. La fameuse dinde, Lilo. Et là, la dinde, on va s'amuser, les amis. Parce que faire des kanji avec des histoires de dinde, je vous assure, on fait des histoires qu'on n'oublie pas. Le premier qu'on va voir, ça va être avec la bouche. Hop. J'ai une bouche et j'ai la dinde. Ok. Oh, et pourquoi il ne l'a pas reconnu? Il n'aime pas la façon dont je les trace? Ah si, il l'a reconnu. Bon. Ah. Bon. Hop. Oui, j'ai triché. Hop. Alors, celui-là, ça veut dire uniquement, seulement. Le mot-clé Camilla ici, c'est solely. Donc on a la bouche et la dinde. Huh. Huh. Une dinde avec une bouche. Vous en avez vu beaucoup? Moi, j'en ai vu qu'une. J'en ai vu seulement une de dinde avec une bouche. Ok, c'est complètement tordu, mais imaginez une dinde qui n'a pas un bec et qui a la place à des magnifiques lèvres. Elle est quand même assez unique, non? Hein? Eh ouais, spécial dédicace Gérald Dinde. Donc voilà, la première dinde qu'on voit, c'est ça. Ensuite, nos amis les dindes, qu'est-ce qu'elles font d'autre? Là, on a la clé du sol. Et à droite, la dinde. La Géraldinde. Hop. Bim. Le sol. Le sol et la dinde. On met les dindes sur le sol. Ok. On va les empiler sur le sol, les dindes. Coucou abeille Flandre. Ouh, Uzu Takai, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, empilé. Mais la tour de dinde, genre Jenga, quoi. Donc sur le sol, je mets une dinde, deux dindes, trois dindes, quatre dindes, cinq dindes. Yay! Effectivement, Gérald Dinde, t'es la star du jour. Donc. Celui-là, il est pas très courant. Hein. Celui-là, je vous avoue, quand je le vois, je suis là, ouf. Ouf! Ouais, Tsui, c'est qui? Je sais même plus avec quoi d'autre il s'utilise celui-là. Taihi, ah oui, le compost, ouais, Tai. En plus, il n'a même pas la. Ah non, Tai c'est qui? Pas Tsui c'est qui, excusez-moi, c'est la prononciation de Tai. Pas facile celui-là, hein? En revanche,
les dindes sur le sol qui s'empilent. Ça reste. Enfin, moi, ça m'est resté dans la tête. Le suivant, en revanche, je vous avoue, il est un peu plus embêtant. On a la clé, parce que c'est de la botanique. Et moi, je vous avoue, la botanique, ça me parle pas beaucoup. On a la clé de l'arbre, et à droite, la dinde. Dinde que j'ai fait un peu tremblotante. Ok. Celui-là, c'est un type d'arbre. Donc c'est pas super facile. C'est le... Chinquapin. Non mais sérieusement quoi. Hein. Le mot-clé qu'a mis Haïsik, d'ailleurs, on va voir à quoi ça correspond. C'est Sweet Oak. Regardez, voilà, je vois même pas à quoi ça correspond. À quoi Chinquapin. Tic. Castanopsis. Franchement, les amis, hein, ils nous embêtent avec leur affection particulière pour la botanique, hein, les Japonais. On le trouve notamment dans des noms propres, hein, celui-là avec cette prononciation Tsuchi. Mais en termes de... Voilà. Le seul où je connais, hein, le seul où je le connais, c'est Tsui Kanban, c'est-à-dire les disques de la colonne. C'est parce que j'ai une hernie discale. Donc quand j'ai vu ce Tsui Kanban, je me suis dit, ah tiens, ça je le connais, quoi. Mais je vous avoue, c'est pas facile. Bon, ça va pas nous empêcher d'essayer de se faire une histoire. On a empilé nos dindes, bien sûr. Surtout notre dinde unique qui a une bouche à la place d'un bec. Et cette dinde, quand on les a empilées, ça nous a fait la même hauteur qu'un arbre, qu'un chêne peut-être. Donc voilà, moi je vous avoue, j'ai toujours retenu que c'était vaguement un chêne ce truc. Parce que aller plus loin que ça me demande de m'intéresser à la botanique et malheureusement, c'est pas possible. Bref. Là, on en a un qui est en revanche très 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 courant. Cette fois-ci, on a la clé du langage, parler, dire. Et à droite, on a la dinde. Une dinde qui parle. Vous arrivez dans une soirée, et là, il y a une grosse dinde qui arrête pas de parler. Qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez à vos amis, mais c'est qui cette dinde qui parle ? C'est qui cette dinde qui raconte sa life, là, qui emmerde tout le monde, qui monopolise l'attention ? Mais qui est cette dinde qui parle ? Donc voilà. Ça m'est arrivé de le confondre, hein, comme il y a la bouche en bas, ça m'est arrivé de le confondre visuellement entre la dinde qui sait, qui parle, et la dinde avec sa bouche en cul de poule à la place du bec qui est très unique. Mais voilà, heureusement, ça c'est un mot que vous allez voir. Souvent, c'est dare. Qui ? Le mot interrogatif, qui ? Dare desu ka ? Qui est-ce ? Donata desu ka, qui est un peu plus poli, qui va pas s'écrire avec ce kanji-là. Dare. Dare desu ka ? Vous êtes qui, vous ? C'est qui cette dinde qui parle ? Là, on va voir un truc super concret pour notre numéro 599. On va y arriver à 600, je vous le dis, les amis. Vous voyez qu'on y arrive. Il suffit de pas te poser de questions, pas trop se poser de questions. Souvent, on me dit, j'ai pas la motivation. Mais en fait, te pose pas la question de la motivation. Hein. Fais juste le truc. Et en fait, en faisant le truc, tu te dis, en fait, c'est pas si dur, en fait. Pourquoi je voulais pas le faire ? Et la fois d'après, tu te diras, au lieu de, quand t'as la flemme, tu te diras, mais en fait, c'est pas dur de faire les trucs. Dites-vous que les choses sont faciles et elles le deviennent. Hop. Donc là, j'ai ma dinde et en dessous, j'ai 4 petites flammes. Ouh, j'ai ma dinde rôtie. Sauf que je l'ai fait rôtir un peu trop longtemps. Et donc, je l'ai carbonisée. Et oui, c'est le sens de ce kanji. Carboniser, to char. Comme charcoal. Hein. Faire brûler un peu trop.
hein, carbonisé. Et ben voilà, on a mis la dinde, on l'a mis sur le feu, et donc on l'a un peu trop fait cuire, donc kogeru, hein, cramer. Voilà, kogete shimatta. Kogete shimatta. On a aussi ce verbe que j'aime beaucoup, aseru, hein, aseruna. Ça veut dire paniquer, hein, être dans un état d'extrême nervosité. Hein. Aseruna, te, ne te, enfin, garde ton calme, quoi. Hein. Voilà. Et donc cette dinde cramée, elle va nous servir dans le kanji numéro 600, où là on a la clé du caillou, la pierre, et ensuite notre carbonisation. Ok. J'espère qu'il va me le retenir parce que je vous avoue la prononciation. Alors, je sais qu'il y a un go dessus. Ah oui, il l'a quand même reconnu, merci beaucoup. Hein, un go, il y a un quoi? Ah, chaud, juste simplement. Ça, c'est un peu compliqué. C'est le récif. Un récif carbonisé, Lilou. Effectivement. Hein. Le récif carbonisé. En fait, moi j'ai pensé à une coulée de lave. Ok, j'ai pensé à genre une île à Hawaï où la lave coulait dans l'eau et les rochers de lave allaient carboniser les récifs de corail et que c'était une catastrophe environnementale. Voilà. Après, un récif, hein, c'est aussi simplement une pierre. Donc vous pouvez aussi penser peut-être à une côte un peu formée de récifs comme ça, et vous dire que c'est des pierres qui sont en fait de la lave carbonisée qui a solidifié. Hein. Vous pouvez penser, je sais pas moi, une plage islandaise, quelque chose comme ça, avec du sable noir. Voilà, voilà. Bon, les amis, je vais devoir vous quitter maintenant, mais c'était un plaisir d'atteindre ce 600e kanji avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end, continuation, tout ça. Ciao, ciao!